technique. Bonjour à tous. Nous allons parler aujourd'hui, alors de façon méthodique pour ne pas dire un petit peu obsessive, parce que vraiment rigoureusement centré sur le sujet de quoi? De l'activisme. Nous voulons amener un éventail de témoignages de gens qui savent ce que c'est que l'activisme, et c'est pour ça que nous recevons aujourd'hui notre camarade de lutte, j'ai envie de dire, ça fait un peu teinté idéologiquement, mais c'est pas grave. Il faut se réapproprier les termes aussi. Hein. Notre camarade de lutte convergente, on va y revenir dans le détail parce que tout ça, c'est pas des mots gratuits. Donc j'ai nommé Fabrice Grimal, qui fait partie des initiateurs et qui est le principal initiateur de Le Gouv. Vous pouvez aller sur le site legouv.fr, la Concorde citoyenne, qui avait écrit un bouquin qui a eu un énorme succès d'estime, ce qui était intitulé Vers la Révolution, juste avant la crise des Gilets jaunes, et il a fait partie donc des activistes de premier plan. Et son témoignage aujourd'hui est essentiel. Mon cher Fabrice, on s'est mis d'accord, hein, on est là en live, on perd pas de temps, faut pas que les gens zappent, on va rentrer dans le vif du sujet. On s'est préparé, alors une fois n'est pas coutume, je le dis pour les amis qui nous connaissent, on s'est donné une structure cette fois-ci parce que cette interview est la première d'une série. Vous allez voir apparaître des gens absolument passionnants et surtout stimulants intellectuellement pour toutes ces luttes et toutes ces aspirations hein, que nous partageons, parce que dans l'ensemble, nous avons envie d'accomplir hein, des transformations. Et donc, une fois n'est pas coutume, on s'est imposé un plan. Et donc, nous allons traiter ce sujet de l'activisme en 20 grandes étapes que vous allez découvrir. On va évidemment vous fournir les textes, les transcriptions, parce qu'on veut que cette nourriture intellectuelle, cette nourriture d'ailleurs, pas qu'intellectuelle, qui a une dimension morale, hein, éthique, hein, je veux dire au sens noble, eh bien, on a espoir que cela vous outille pour ce que l'on estime être l'urgence du combat. Alors, dans cette première grande partie, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le diagnostic des mouvements. Se demander, ça, il faut qu'on se le dise les yeux dans les yeux, parce que c'est une réalité, c'est pourquoi est-ce qu'ils échouent souvent. Ça ne veut pas dire que la guerre est finie, mais il y a pas mal de batailles qu'on perd. Hein. Et donc là, j'aimerais qu'on aille sur ce diagnostic. Alors, mon cher Fabrice, voilà, je me tourne vers toi. D'après ton expérience, quelle est la cause la plus profonde de ce décalage qui existe entre l'immense énergie déployée par les mouvements citoyens et la faiblesse de leurs résultats politiques en règle générale hein, sur le plan concret? Bonjour Frédéric, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. La cause principale, effectivement, ce type d'événement est tellement multifactoriel, il y a tellement d'éléments à prendre en compte que c'est difficile d'en dégager un seul. Je pense que c'est une histoire de timing, en fait. Il y a un moment où des planètes doivent s'aligner, et si elles ne sont pas toutes alignées, on peut tout à fait faire des moulinets pendant des mois dans le vide, alors qu'on a de très bonnes idées de départ, on a de la force, on a de la spontanéité. On a plein de conditions réunies, oui. Mais comme c'est des événements véritablement exceptionnels, c'est pas du commun, c'est pas du tout venant, ça ne s'improvise pas, ça ne se décrète pas. Et bien, fatalement, il faut que des planètes soient alignées. Quand tu m'as présenté, effectivement, tu as mentionné l'épisode des Gilets jaunes, qui pour moi est l'un des plus importants déjà de l'histoire de France récente et de mon parcours à moi personnellement. C'est de là que je tire l'essentiel de mon expérience de l'activisme concret. Et effectivement, après un début en fanfare, on va dire, où on avait l'impression que vraiment toutes les planètes étaient alignées, avec des sondages qui nous donnaient comme étant voilà, la force la plus soutenue par les Français dans des proportions très, 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 très importantes, qu'on n'avait pas vues depuis des décennies. Ça n'a pas suffi parce que voilà, certains éléments manquaient et je pense qu'on aura le temps de rentrer dans le détail de tout ça en égrénant tous les thèmes que tu as choisis pour cette émission. Et justement, comprendre quelle est la dimension du sabotage, évidemment, parce qu'on va dire les choses. Il y a des dynamiques, évidemment, anthropiques et organiques, en quelque sorte, vitalistes, comme dirait l'autre, c'est-à-dire qu'un mouvement, ça naît, ça se développe, ça meurt. Bon. Il y a donc une sorte d'entropie intrinsèque à tout mouvement qui peut petit à petit s'effilocher très bien. Mais enfin, clairement, il y a aussi la fameuse, le fameux putain de facteur humain, puisque toi-même tu l'as nommé comme ça dans ton livre. Hein. Le facteur humain, mais il y a aussi le sabotage, il y a aussi les manipulations mentales, médiatiques, etc. Quelles ont été les principales mesures de riposte employées contre le mouvement? Évidemment,
d'autres qui ont participé diront peut-être pas exactement la même chose que toi, mais tu étais quand même très bien placé dans le mouvement. Qu'est-ce que tu as observé comme technique donc de sabotage de votre activisme et voilà, si tu pouvais essayer de nous les synthétiser en quelques exemples clés observés dans ton vécu. Alors déjà, une petite réflexion rapide sur la notion de putain de facteur humain, le PFH, qui n'est pas de moi, hein, je l'ai récupéré pour mon premier bouquin dans mes recherches sur les mouvements sociaux. C'est un terme défini par des sociologues de gauche pour les mouvements en fait anarchistes ou les éco-villages. Tu vois, quand des militants écolos récupèrent un village complètement abandonné, ou font une espèce de ferme commune, rachètent des maisons et décident de vivre ensemble et de créer leur propre utopie. Alors qu'il n'y a pas d'enjeu de cagnotte, il n'y a pas d'enjeu de devenir riche, il n'y a pas d'enjeu de devenir célèbre ou puissant. Vraiment, le seul enjeu, c'est d'arriver à vivre ensemble entre gens qui, a priori, sont d'accord sur tout. Et ben, ça échoue 9 fois sur 10, et encore 9 fois sur 10 pour être gentil, à cause des relations humaines, des interactions, des différences de caractère. À un instant T, tout fonctionne, mais après, il y a une évolution, des gens vont se mettre en couple et ça va créer des déséquilibres, des gens vont avoir des enfants et ça va créer d'autres déséquilibres. Et certains vont vouloir bouger, leur absence va déséquilibrer l'ensemble. Donc en fait, c'est des équilibres très précieux dont il faut savoir tirer le plein parti pendant qu'ils existent, parce qu'on doit se douter, on doit savoir qu'ils sont qu'éphémères et qu'à un moment ou à un autre, quelqu'un passera à autre chose. Et ce Donc qui nous après, ramène à la, comment dire, à la possibilité d'installer une forme de durabilité, si j'ose dire, hein, du mouvement. Et le liant, c'est quoi en règle générale dans toute la organisation humaine? On dit durabilité, que c'est le leadership. On dit que c'est le leadership. Est-ce que oui, la tu soulignes pérennité, le fait qu'il y a un rejet de toute possibilité de verticalité dans ce type de mouvement qui pourrait justement s'avérer mis au service du mouvement et n'être pas le leadership au sens où on l'entend de manière hyper péjorative, c'est-à-dire des Chéfaillons, des petits Napoléons d'opérette qui veulent nous imposer le récit trépidant et romanesque de leur conquête d'une forme de pouvoir par la rhétorique, l'éloquence, patati patata. Il y a comme ça des figures qui émergent et qui d'ailleurs parfois font du bien, mais peuvent aussi agacer, et qui me semblent d'ailleurs généralement être rejetées parce que le peuple, en ce moment, à cette époque de notre histoire, a jeté un tel discrédit sur tout ce qui ressemble de près ou de loin à un acteur de pouvoir que dès que quelqu'un émerge, et c'est quelque chose qu'on voyait bien dans les Gilets jaunes, ça dérange. Mais je pense, il me semble que toi et moi nous convergeons là-dessus, qu'il existe un leadership catalyseur, serviteur, comment dire, capable d'une forme, un minimum d'abnégation, d'écoute, d'empathie envers les autres, pour vraiment être au service d'un mouvement. Et ce qui m'amène à cette question, pardonne-moi de cette mise en place, mais je voudrais attirer vraiment ton attention et celle de nos auditeurs là-dessus. Est-ce qu'il est possible, avec le recul, que tu reconsidères les choses en te disant que peut-être le liant qui a manqué, c'était non seulement le leadership, mais aussi l'acceptation de ce leadership structurant. Et est-ce que c'est pas une leçon qu'il faut impérativement qu'on recycle pour l'avenir? Essayer d'accepter un minimum de catalyse amenée par ceux qui savent le faire, qui ont cette expertise. Est-ce que c'est pas ça un des principaux problèmes? alors ça, effectivement, c'est le point de départ obligatoire de la réflexion. C'est l'information que tout le monde a, c'est que les Gilets jaunes n'ont jamais réussi à se structurer et à désigner de leader, et que les figures qui ont émergé ont refusé leur rôle de leader explicitement. Pourtant, c'est la suite de ta première question. On voit que l'efficacité, la pérennité, la résilience viennent de la structure, avec ce que ça a de bon et de mauvais. C'est-à-dire qu'une structure, une fois créée, va tout faire pour subsister, va tout faire pour continuer à vivre, se renouveler en permanence, même si entre-temps son objet a changé, même si entre-temps elle est devenue nocive, même si entre-temps elle est devenue inutile. Son simple fait d'être une structure va faire qu'elle va vouloir se pérenniser. Maintenant, entre-temps, peut-être qu'elle aura accompli des choses utiles. Et c'est ça tout l'enjeu. Qui dit structure dit organisation, qui dit organisation dit des bâtisseurs d'organisation, des organisateurs, des gens rigoureux, des gens qui ont un sens du planning, du rétro-planning, de la simultanéité des tâches à accomplir, de l'objectif et des étapes intermédiaires pour parvenir à l'objectif. Toutes les clés de base du leadership tel qu'il est défini dans les théories du management d'entreprise et tout ça, on connaît très bien.
Après, il y a cette réputation récente des leaders dont tu parles en politique qui est très, très entachée, où on n'aurait plus confiance dans nos leaders, on aurait tellement été dégoûté de nos leaders qu'on ne voudrait plus de leaders tout court. Moi, j'ai pu, dans les Gilets jaunes, caresser cette idée un peu contraint et forcé, c'est-à-dire que c'était tellement l'ambiance du milieu qu'au bout d'un moment, on le prend en compte et puis on fait avec, on se dit parce que de toute façon, sinon, on va s'aliéner la moitié des gens. Mais en vérité, tout le monde, y compris la moitié qui dit qu'il faut qu'on soit tous égaux et qu'on ait tous 1 minute de temps de parole, généralement, c'est ceux-là qui s'arrangent pour avoir 10 minutes de temps de parole. Ça j'ai vu tellement ça, une fois de ça en réunion, que c'est vraiment comique. Mais au final, on se référera toujours à un grand homme, que ce soit Jaurès, que ce soit Blum, que ce soit le général de Gaulle, Napoléon, Vercingétorix, Jean Moulin, qui vous voulez, il faut toujours, et j'ai l'impression que l'espèce humaine est comme ça, l'esprit humain est comme ça, les idées fonctionnent, elles sont dans l'air, elles s'épanouissent, on les partage, elles évoluent, elles se complexifient, elles se simplifient, mais si elles ne s'incarnent jamais dans une personne, elles peuvent jamais vraiment prendre corps. C'est en fait ce que tu me dis et que j'entends, je trouve très intéressant, c'est que le rejet de toute possibilité qu'il y ait un chef est tel que les seuls que l'on accepte sont le fruit d'une sorte de respect posthume envers des figures antérieures qui, parce qu'elles ne dérangent plus, parce qu'on ne saurait pas les actualiser même si elles existaient, eh bien ça là on peut les citer et c'est comme si aussi en les mettant sur une sorte de promontoire imaginaire, on les utilisait pour intimider quiconque voudrait les remplacer. On disait voilà la figure indépassable, inatteignable de leader tel qu'il fut dans le passé, mais aujourd'hui non, c'est terminé. Et en fait, n'est-ce pas justement un problème de fond qui est, c'est d'ailleurs une question que je voulais te poser, qui est une transition idéale. Est-ce que ce n'est pas la structure même de nos démocraties représentatives modernes, hein, et toutes les valeurs de fausse bienveillance qui dégoulinent tout autour, qui serait, est-ce que ce n'est pas cette structure qui serait elle-même conçue pour absorber, en quelque sorte, neutraliser l'énergie contestataire, sans jamais rien céder sur le fond, parce que on a fait croire aux gens que à partir du moment où il y aurait un semblant de coalition, ils pourraient ensemble, tu vois, synergiser et créer quelque chose, mais en même temps, nous vivons dans le monde du narcissisme morbide, de chacun justement à son petit promontoire et se réfère aux grands du passé, mais n'accepte pas ceux du présent juste à côté, parce que là, tu comprends, là, il peut me faire de l'ombre. Donc, est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est le paradigme de l'époque qui complexifie et peut-être même qui rend quasi impossible la structuration de l'activisme. Tu vois ce que je veux dire? Les fameuses valeurs, même quand on a tendance à rejeter les valeurs de la République, j'ai l'impression que la plupart des gens qui me disent ça et qui tentent de les transcender, de les dépasser, de les sublimer vers autre chose, hein, vers un après, j'ai l'impression qu'eux-mêmes, ils sont imprégnés de cette espèce de faux bon esprit qui nous paralyse en permanence parce que finalement, ils ne sécrètent que de la jalousie, en fin de compte, que de la rivalité. Tu vois ce que je veux dire? Une espèce de fausse émulation autour des vertus ostentatoires, etc. Mais cette espèce, moi vraiment, je l'ai ressenti hein, sur les gilets jaunes, c'est cette apparente vertu d'abnégation amenée par tout le monde, mais finalement des rivalités en arrière-plan qui étaient insupportables. Insupportable à celui qui serait le plus visible dans les médias, à celui qui serait le plus plébiscité, à celui qui rentre dans l'hypertrophie de son humilité affichée, mais qui ne supporte personne au cas où il lui ferait de l'ombre. Tu vois ce que je veux dire? Putain, à un moment donné, tu crois pas qu'il faut qu'on se dise ces choses-là et qu'on adresse justement nos défaillances humaines, qu'on réaffirme d'autres valeurs peut-être plus réalistes, plus adultes, pour avoir une chance que ça marche et qu'on sorte de cette ornière, en fait. En fait, c'est une position vraiment minoritaire comme ça, le refus de chef, le refus de structure, le spontanisme absolu, c'est une position beaucoup historiquement marquée de l'anarchisme. Bakounine et consorts, qui s'explique, qui a toute sa valeur philosophique, des exemples historiques très intéressants. Mais même Bakounine dit que l'anarchie doit être guidée par un petit groupe d'insiders très organisés qui précèdent l'émeute et qui la guident, puisque de toute façon, je ne reviens pas à la psychologie des foules de Gustave Le Bon, mais une foule ne construit pas, une foule détruit. Oui.
Voilà. Elle détruit et derrière, c'est pour utiliser toujours le même champ lexical, l'avant-garde de cette foule qui, derrière, peut éventuellement reconstruire avec l'appui de la foule si elle va dans son sens. Voilà. Et c'est tout le paradoxe des figures des Gilets jaunes, pour les avoir fréquentés, avoir travaillé avec eux, avoir fait partie de l'équipe de certains d'entre eux, avaient une double injonction. C'est-à-dire que on leur répétait, dès qu'ils voulaient prendre une initiative, attention, tu n'es pas notre chef, ne commence pas à te prendre pour le roi de la terre, tu fais ça pour être élu et prendre ton pognon, et après tu vas nous abandonner, ce genre de truc. Et en même temps, tous les samedis matins en manif, ils allumaient leur téléphone et ils avaient 2000, 20 000, 200 000 messages en perso, sur les réseaux, par tout ce que tu veux, WhatsApp, qui leur disaient « Jérôme, où est-ce que je vais aujourd'hui? Dis-moi quoi faire, guide-moi vers la lumière. » Et eux, ils passaient leur temps à se plaindre, à dire « Mais arrêtez, quoi, vous êtes schizophrènes. » Et nous, derrière, les gens qui travaillions autour de ça, à essayer de faire une structuration, parce qu'on avait l'impression que c'était la demande de la majorité, c'était ce qu'on entendait le plus pendant les actes le samedi. Quand est-ce qu'on va passer à la vitesse supérieure? Quand est-ce bon. Et nous, on se disait, voilà, il faut qu'on forme une équipe de bâtisseurs dont le but n'est pas d'être mis en avant, n'est pas de devenir des figures, puisqu'on a bien compris que, oulala, c'était suspect, que ceux du début, c'est un peu le hasard qui les a désignés figures. C'est un coup BFM, un coup iTélé, un coup LCI, un coup France 2 qui les ont désignés comme ça, et puis ils sont restés parce qu'ils avaient des qualités, un bon bagou, ils étaient représentatifs, voilà. Mais il n'y a pas pu vraiment y avoir de deuxième vague, en fait. On s'est retrouvé bloqué là à cause de ces soupçons permanents qui viennent d'un seul côté, hein. Et j'ai même pas besoin de dire lequel. Bon. Et je reboucle avec une de tes précédentes questions. Quels sont les facteurs de sabotage? Et l'infiltration en est un. Et en fait, Ouais. moi, si je synthétise mon expérience en peu de mots, il y a eu une stratégie de la part de la gauche en général, mais de la France insoumise en particulier, de détruire ce qu'elle ne pouvait pas avaler. Donc, quand ils nous ont vus arriver, d'abord, ils nous ont traités de fachos. Ensuite, ils ont vu qu'on était soutenu par 80% de la population. Donc là, Mélenchon a commencé à s'exciter. Oh là là, le citoyen Drouet qui a arrêté Louis XVI à Varennes, l'histoire recommence, c'est bon, c'est la nouvelle Révolution française. Pourquoi pas? Nous, on disait juste, ne viens pas avec tes drapeaux, ne viens pas avec tes tracts, mais viens, tu es le bienvenu comme tout le monde. Quand ils ont vu qu'on ne marchait pas dans leur tentative de noyautage, c'est-à-dire d'organisation de réunions, j'ai pu faire partie des comités d'organisation de certaines de ces réunions où en fait on s'aperçoit au dernier moment que toute la réunion va être cornaquée par le NPA une fois, ou alors par le candidat de LFI dans le département une autre fois, ou à chaque fois c'est différent. À ce moment où les Gilets jaunes commençaient à se polariser, où on voyait très clairement qu'il y avait des ronds-points de droite, alors au hasard le Vaucluse, au hasard l'Alsace, ce type de région, des ronds-points de gauche, alors évidemment en Bretagne, une chose comme ça, le cas particulier de l'Essonne, où vous avez en gros la moitié ouest du département, où c'était des ronds-points vraiment possédés par la CGT et LFI, qui avaient fait fuir tous ceux qui n'en faisaient pas partie et qui les possédaient. Posséder, voire confisquer. Ah oui, confisquer, c'est exactement le mot. Ils avaient capturé, confisqué les ronds-points, et puis il y avait d'autres ronds-points de gilets jaunes, entre guillemets, canal historique, et ça s'affrontait, on était vraiment ennemis. Hein. Après, le samedi dans les rues, on ne demandait pas qui avait voté quoi, et on manifestait tous ensemble. Et comme on ne parlait pas d'immigration, ça se passait bien. Mais le fait est qu'il y avait de l'entrisme, et qu'à tous les échelons des collectifs, des tentatives de structuration, il y avait toujours des gens de cette mouvance-là, qui, ne pouvant pas faire la promotion directe de leur parti, de leur mouvance, faisaient la promotion de l'auto-administration consensuelle avec 1 minute par personne. Oui, dans les réunions, il fallait surtout jamais désigner de chef, il fallait presque jamais désigner un rapporteur. Même. En langage technique, d'ailleurs, dans le monde des passionnés de tout ce qui relève des publics délibératifs, etc., on appelle ça l'iségorie, par référence à
Clairement. L'irigorie, alors dans le bon sens du terme. C'est-à-dire chacun a le même temps de parole. Mais du coup, on efface je dirais, la dynamique méritocratique de ceux qui auront peut-être. C'est ça. Tout le monde a le droit de parler, mais est-ce que beaucoup font l'effort de le mériter, ce droit de parler? Voilà, J'ai c'est un ça. cas concret pour ça. J'étais avec les Gilets jaunes de mon coin, puisque j'avais, en plus d'être dans la bande de Paris, j'avais ceux de ma ville de banlieue. Et on se fait contacter par la bande de, je ne sais plus quelle ville du 94, qui avait organisé les 2 premières assemblées générales d'Île-de-France, des Gilets jaunes. Île-de-France. Et ils en pouvaient plus, ils n'avaient plus envie de le faire. Et ils avaient croisé un de nos gars, super actif, il lui avait dit, vous voulez pas le faire? Réunion suivante, le gars arrive et dit, voilà, il nous propose de le faire. Bon, pourquoi pas? Il se trouve que j'étais le seul disponible pour aller les voir. Je vais les voir, je discute avec eux, je suis accueilli par 35 personnes qui me disent, bon, vous voulez le faire? Je dis, bah pourquoi pas? Ah bah c'est très bien, c'est vous qui le faites, merci, fin de la réunion, allez, nous c'est terminé, on s'en lave les mains. J'étais tout seul, hein. Je rentre à ma cellule et je leur dis, voilà, ils veulent qu'on le fasse. Alors évidemment, ça avait duré plus de 30 secondes, ils m'avaient quand même donné 2-3 détails. Et puis moi, dans ma tête, je suis un organisateur, c'est mon métier, donc j'avais commencé à dire, OK, alors ça va se passer comme ci, comme ça, il nous faut la bourse du travail, il nous faut ceci, bon, voilà. Puis j'avais commencé à faire un petit plan. J'arrive à la réunion, je demande à ce qu'on mette à l'ordre du jour ça, qui est quand même un petit truc pas anodin, quoi. D'organiser la G d'Île-de-France, pas anodin du tout. On me dit oui, oui, pourquoi pas, bon, éventuellement fin de réunion. J'attends la fin de la réunion. Ah, tiens, Fabrice voulait parler de l'Île-de-France. Très bien, je commence à raconter le truc. Et au bout de 59 secondes, l'organisatrice du jour me dit, ah, tu as épuisé ta minute, c'est fini. Je fais d'accord, mais en l'occurrence, il y a une demoiselle juste avant moi qui n'a jamais demandé la parole, mais on lui a donné de manière automatique et elle n'a fait que répéter ce que la personne d'avant avait dit. Oui. C'est ça pour vous une réunion? Et moi, j'arrive avec une info, un truc, on va être des organisateurs, on va se bouger les fesses, on va connaître tout le monde dans le département, Oui, dans, voilà. dans la région, on va devoir organiser tout le monde, contacter les réseaux, unifier tout le monde, faire un ordre de marche pour ça, essayer de faire avancer les choses, voir quel projet concret on peut faire avancer. Ça ne vous intéresse pas? Si, ça nous intéresse, mais dans la grande démocratie intégrale, donc tu as fini ta minute, maintenant, on va avoir l'avis des autres. Je dis, mais comment voulez-vous que les autres aient un avis alors que j'ai à peine commencé? Je n'ai rien dit là. Alors, si je me permets d'extrapoler dans le sillage de ce que tu viens de dire pour en tirer la morale de l'histoire et pour comprendre, là, on est dans cette première étape. On va pas tarder à clôturer. J'aurais une dernière question à te poser, mais d'abord, je voudrais que tu valides la tentative de synthèse que je vais faire parce que, donc, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est que il y a déjà dans cette espèce de spontanéisme, il y a quelque chose qui est quand même finalement pas si spontané que ça, qui est l'obsession de créer des règles de fonctionnement permettant à chacun d'avoir sa minute de gloire, comme dans un réseau social où là on tombe dans le narcissisme version morbide et l'égalitarisme toxique qui ne pondère pas en quelque sorte, où l'on confond justement la nécessité d'équité avec l'égalitarisme, d'accord, l'égalitarisme étant dans ma manière de parler, le suffixe en isme, c'est une manière de dire l'égalitarisme est évidemment la pathologie de l'égalité. Moi, je suis pour l'égalité, mais pas l'égalitarisme sous cette forme-là. Donc, on oublie ce qui est plutôt le meilleur moyen de faire fonctionner une organisation. Et tu rappelais d'ailleurs que c'est une composante clé de ton mental et de ton éthique, parce que c'est ton métier. Il s'avère que pour ceux qui veulent peut-être mieux te connaître, on parlera après de ton métier. Dans ton métier, tu organises des séminaires, etc. Donc, tu as des notions d'intelligence collective quand on veut la faire fonctionner. Donc, quand tu vas amener cette expertise-là, cette expertise est déniée au nom de cette fameuse iségoria, disaient les Grecs, dans laquelle voilà chacun, même je dirais le crétinoïde de base qui passe par là, du moment qu'on est dans un esprit révolutionnaire, tout le monde doit parler. Donc là, en fait, on tire tout dans cette logique de nivellement vers le bas. Et mon autre conclusion qui apparaît de ce que tu dis, et tu m'arrêtes si je me trompe, je veux le rephraser avec d'autres mots pour voir si on est bien d'accord, mais surtout aller peut-être au bout de la conclusion, c'est qu'il y a une véritable confiscation, me semble-t-il, organiquement incontournable de la verticalisation des combats par l'extrême gauche pathologique, qui est bien pratique finalement, qui est bien pratique pour le pouvoir. Parce que là, on l'a encore vu en septembre 2025, comment quelque chose qui est embarqué, je vais faire simple, qui est embarqué Nicolas qui paye et d'autres qui n'étaient pas habituellement dans la rue,
en tout cas moins facilement que les Black Blocs et les extrêmes gauchistes et les antifas. Ceux-là étaient prêts à se lancer, mais finalement, ils ont laissé tomber, quoi, parce qu'il y a eu une véritable confiscation de la verticalisation. Ce qui me fait penser à cette bonne vieille technique kabbalistique de l'émasculation de la subversion, à savoir qu'on met des pions des deux côtés. Et moi, quand je me dis Mélenchon, franc-maçonnerie, en quelques années, son discours qui évolue, à un moment donné, il dit c'est pas bien les femmes voilées, puis tout à coup, il a des islamistes, salafistes dangereux proches de lui. Je me dis, ce gars-là est clairement en mission, à minima, si je me trompe dans mon dans mon identification de ce que je crois être vraiment une technique d'ingénierie sociale. Je peux me tromper, je ne fais qu'une hypothèse, mais même si je me trompe, ça reste un politicien calculateur qui, tous les 10 ans, n'aura absolument aucun problème à changer de prisme idéologique pour gagner. Donc, le résultat est le même, que ce soit volontairement orchestré par le pouvoir ou que le pouvoir soit juste opportuniste en se disant c'est bon les gars, on n'a pas d'inquiétude à se faire, les gens ne pourront jamais coaliser dans la rue, parce qu'à chaque fois qu'il y aura un mouvement, on aura les mélenchonistes et tous les débiles légers de l'antifa, je dirais, compulsif, qui vont rendre le truc impossible. Et puis en plus, à moindre réunion, ils vont la saper en fait. Parce qu'ils vont venir avec des préceptes qu'ils n'ont pas eu le temps de digérer, qu'ils n'ont pas intellectualisés, complètement idiots, et ils vont empêcher quoi que ce soit de se faire. On est d'accord ou pas? Donc les gars, on laisse faire. Hein, voilà. Et là, c'est quand même fabuleux parce que on le voit encore là en septembre. On se dit, il y avait des gilets jaunes même qui étaient revenus. Tu en faisais partie, Jérôme Rodriguez et tout. Ils sont venus, ils ont dit, il y a peut-être un truc à faire en septembre, mais non, c'était perdu d'avance parce que chacun avait sa définition du hublot contre tout et que si tant est qu'à un moment donné il faille aller dans la rue, on s'est retrouvé avec les Black Blocs, les antifas débiles, etc. Donc, j'ai tiré la bonne conclusion par extrapolation de ce que tu me dis en fait. C'est exactement ça. Moi, j'ai quitté ce petit groupe local là, juste après l'organisation de cet événement-là, quand je leur avais proposé d'inviter la bande de Paris, parce que je leur avais dit, moi, je ferai avec Rodriguez, avec des organisateurs, avec ceux qui déposent les manifestations du samedi, avec tout ça, et ce serait bien qu'ils viennent à la G d'Île-de-France. Oh, non, ce sont des fascistes. Voilà. Ok, si vous voulez, il y a quelqu'un qui a surgi, qui a dit ce sont des fachos, hors de question de les inviter. Bon. Voilà. Et comme cette petite nana-là était complètement hystérique, se mettait à hurler dès qu'il y avait un truc, elle intimidait les gens et elle avait gain de cause à chaque fois, puisqu'on ne voulait pas de vagues, on ne voulait pas de problème. Et on s'est aperçu plus tard qu'elle était membre du NPA, qu'un autre avait été un ancien candidat LFI, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et après, moi, j'ai eu affaire à d'autres types voilà, effectivement, les agents provocateurs, donc Black Bloc, Antifa, de mèche avec la police, donc une évidence tellement prouvée, tellement documentée que ça sert même à rien d'en parler ici, et des agents de sabotage, c'est-à-dire des infiltrés, alors, dont on n'a jamais la preuve formelle, qui sont embauchés ou tenus par la police, mais dont les indices s'accumulent de manière tellement délirante, avec toujours le même mode opératoire. Des gens débarquent avec un CV bidonné, c'est-à-dire quand vous faites des recherches sur eux, vous apercevez qu'ils ont menti sur ci, sur ça pour se faire valoir. Il y a toujours un ou deux éléments louches, genre mais pourquoi il a ça, comment ça se fait, c'est bizarre, il n'y a pas bon. Mais la personne arrive avec plein de réponses à vos problèmes. Il vous dit de quoi as-tu besoin? Je ne sais pas, de ci, de ça, je vais te le trouver. Et ça, de ci, de ça, je vais te le trouver, et ils ont les contacts, ils ont éventuellement les sous, ils ont le local qui manque, ils ont un truc qui manque et qui est important. Et une fois que ces gens se sont rendus le plus indispensable possible, et c'est fait sur des semaines, éventuellement sur des mois, une fois qu'ils jugent qu'ils sont devenus indispensables à la structure, ou à la structure en devenir, en création, à ce moment-là, ils écrasent le frein à main, ils sèment la discorde avec des techniques de manipulation psychologique qu'on retrouve dans les manuels que tu connais bien, Frédéric. Ce qu'on appelle la guerre cognitive. Il y a un livre. Voilà. Et puis la manipulation interpersonnelle, la PNL, tout ce que vous voulez. Et ces gens-là sont d'un seul coup experts en ça, voilà. Et une fois que c'est le chaos, c'est les cendres, on les voit danser dessus. On se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Oui, c'est là qu'après coup, rétrospectivement, tu comprends qu'ils ont joué un rôle. Oui, et
les gens qui nous regardent ne connaissent pas le détail de nos pérégrinations, à toi Frédéric et à moi. Ils ne savent pas qu'on s'est Malheureusement, on ne peut pas dire les noms parce que là, on non, ils rentrerait ne dans savent des pas termes qu'on s'est juridiques. rencontrés des années après les Gilets jaunes. Ouais. Mais qu'en se racontant nos vies, on s'est aperçu qu'on avait rencontré les Voilà. mêmes agents saboteurs qui avaient fait la même chose auprès de toi et auprès de nous. Incroyable. Et d'ailleurs, on peut le dire à nos auditeurs, ces personnes-là ont fait en sorte que toi et moi, on ne se rencontre jamais alors que Alors, nous on se sommes en convergence on finale. cherchait les profils comme toi, comme moi, voilà. Et Et ils ils ont ont tout fait en fait, sorte moi, qu'on ne pour se m'empêcher rencontre de te jamais. parler. Hein. C'est dingue. Ils ont tout fait pour m'empêcher de te parler. Donc je te voyais de loin. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de résoudre ce problème. Puis j'étais encore un peu naïf. Maintenant, on comprend mieux toi et moi. Ce qui nous amène peut-être à dire à nos. Alors, deux derniers points. D'abord, aujourd'hui, on peut quand même faire une distinction, je dirais, roborative, galvanisante et positive pour nos auditeurs, parce que là, je suis dans une phase de diagnostic dans cette première étape. On va se redonner de l'espoir. Hein. D'abord, on plante un peu le décor, on montre bien toutes les baffes qu'on s'est pris dans la gueule, c'est important. Mais maintenant, donc, pour se redonner du baume au cœur, on peut faire ce petit travail, toi et moi, de distinguer ce qu'on appelle généralement l'échec d'un mouvement, c'est-à-dire le fait qu'il n'ait pas atteint son but, avec ce que serait son inutilité. C'est-à-dire qu'un mouvement qui échoue n'est pas pour autant inutile. C'est-à-dire que les Gilets jaunes ont produit des effets. Ces effets ne sont pas tangibles pour tout le monde. Ce sont des effets souvent invisibles. Bon, il y en a un, là, par exemple, on est en train d'en être la preuve, c'est qu'on reparle de tout ça de manière critique et on est en train de digérer ce vécu pour peut-être être mieux préparé sur la suite. On nous fera évidemment d'autres choses trappes, mais on est quand même mieux préparé. Et donc, je voudrais que toi, tu puisses nous parler de ces effets invisibles positifs qui te laissent justement plus optimiste sur l'avenir à l'aune de ce que tu as appris et à l'aune de ce que tu as accompli. Alors, il y a un exemple historique que je cite toujours dans ce cas-là, c'est la phase révolutionnaire de Russie avec les anarchistes, les assassins de tsar ou à la fin du 19e siècle, et les acteurs de la révolution de 1905 dans un contexte de guerre contre le Japon, qui ont échoué dans le sang, qui a tout de même permis la création de la Douma, qui a créé des générations de vétérans. Le grand frère de Lénine était un des anarchistes de la fin du 19e. Il en est mort et le petit Lénine a juré de venger son frère, sinon il n'y avait pas de révolution bolchevique. Et on sait aussi, les révolutionnaires aussi de 17 s'étaient aperçus entre-temps qu'on leur avait donné une Douma, mais qu'elle ne servait à rien. Et donc, des mouvements qui en apparence avaient échoué avaient contribué à poser des jalons, à créer des nouvelles institutions, à créer des précédents, à créer des générations de vétérans et à créer des réseaux. Le moment venu, des années plus tard, ces réseaux, ces vétérans, ces équipes, toute cette rancœur s'est révélée dans la révolution d'octobre 17. Il y a donc la fabrication d'un intuitu personné, d'une intelligence collective entre gens qui après vont être capables de mieux réseauter et mieux s'organiser. Hein. C'est ça. Les réseaux Gilets jaunes existent encore parce que c'est des réseaux amicaux. Et oui. Pour l'essentiel. C'est des gens qui, pendant 3-4 ans, pour les plus hardcore, ont fait grandir leurs enfants ensemble, sont partis en vacances ensemble, ont fait des couples ensemble, des enfants ensemble, et ont partagé des choses tellement dingues d'un point de vue émotionnel, des choses dont on se souviendra, qu'on racontera à nos arrière-petits-enfants, qu'on sait qu'on est soudés avec ça, et qu'un coup de fil suffit, même avec, après 3 ans sans donner de nouvelles, un coup de fil suffit pour que ça reparte comme en 14. Évidemment, il y a plein de gens qui ne repartiront pas comme avant, il y a plein de gens qui ont été échaudés, il y a plein de gens qui ont été Surtout pas refaire les mêmes erreurs, bien sûr. voilà, il y a plein de gens, voilà. Mais il y a plein de gens aussi qui retourneront, il y a plein de gens qui n'y sont pas allés la première fois, qui iront la deuxième. Et dans toutes les trajectoires de structuration, de rendre ça un peu plus consistant, on bénéficiera de l'expérience et il y a des erreurs qu'on ne refera pas. Tu parlais du 10 septembre. Le 10 septembre est parfaitement l'illustration de ça. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, tu aurais eu une campagne partant de Nicolas Quipay récupérée par l'extrême gauche et les syndicats. Et ben Nicolas Quipay se serait retrouvé dans la rue comme un con en disant qu'est-ce que je fais là, moi? Pourquoi je grossis les rangs de la CGT en fait? Alors que là, aujourd'hui, personne ne s'est fait avoir.
Dès qu'on a vu que c'était repris, dès qu'on a vu que ça devenait un mot d'ordre syndical, instantanément, tout le monde a fait machine arrière. Tout le monde, quand je dis tout le monde, ceux d'origine et ceux des Gilets jaunes à qui qui se sont dit « Ah, une date !» Parce que tu sais, c'est comme le 17 novembre. On ne sait pas trop ce qu'on va faire. On reste un peu flou sur les revendications. On veut de la justice sociale, on veut le RIC. Globalement, donnez-nous ça et on se démerdera nous-mêmes, globalement. Ouais. Mais il nous faut une date. Il faut qu'à un Mm. moment donné, quelqu'un dise c'est le 9 janvier. Voyez, et là, c'était le 10 septembre. D'un seul coup, wow, super, une date. A été récupérée instantanément et tous nos réflexes sont ressortis instantanément de quand on se pointait à des réunions dans le 95 organisées par soi-disant le rond-point local et qu'en fait, d'un seul coup, le rideau tombe, on a un kakémono géant LFI. Et maintenant, veuillez accueillir Jean-Louis Truc, candidat pour les prochaines municipales. Voilà, ça, on l'a tellement vu que Oui, ça maintenant, vous ne pourrez plus jamais le supporter. c'est devenu épidermique. Et puis, Il y a autre chose, les antifas et les black blocs. Il y a beaucoup de gens qui ont compris que globalement, le jeu qu'il y avait entre les black blocs et la police pour justifier les violences en manifestation, pour pourrir, pour casser des trucs inutiles, des vitrines contre lesquelles on n'a rien de spécial, des abribus qui vont être remboursés par les impôts, donc ça n'a absolument aucun sens. Il y a quand même une fascination de la violence. Je vais pas nier, notamment le 3 décembre pour l'acte 3 à l'Arc de Triomphe, je vais pas nier qu'une certaine dose de destruction, notamment quand c'est des caméras de surveillance, notamment quand c'est des trucs qui symbolisent un peu le pouvoir, c'est galvanisant, ça fait des souvenirs. On fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais il y a manière et surtout il y a démarche et objectif. Et les antifas, les black blocs n'ont pas le même objectif que nous. Eux, ils veulent se donner un petit frisson post-ado pendant qu'ils sont à la fac ou à Sciences Po, en cassant une vitrine de banque, de quelque chose qui pour eux symbolise le capitalisme. Ça peut être tout n'importe quoi, ça peut être une brasserie un peu huppée, ça peut être une agence de voyage, ça peut être n'importe quoi. Casser des trucs, rentrer chez eux dans le 16e, je caricature à peine, hein, dans le 11e pour les plus pauvres, terminer Sciences Po pour pouvoir avoir le stage dans la grosse banque de papa et faire une belle carrière derrière en votant à gauche toute sa vie, en se vantant d'avoir été un révolutionnaire dans sa jeunesse. Là, vous avez 90% des antifas. Et si on peut se mettre à 10 contre 1, comme les racailles, au milieu de la place des Invalides pour courir après des mecs parce qu'on a décidé qu'ils étaient fachos, bah ça pimente un petit peu, c'est sympa. donc ça, maintenant, ce que tu es en train de nous dire, c'est... Laisse-moi terminer là-dessus. Ah, pardon, globalement, l'effet d'entraînement, l'effet d'apprentissage là-dessus, c'est que la prochaine fois, il faudra les dégager. Oui, et voilà. Jour 1, c'est-à-dire ils arrivent, c'est nous qui les sortons, voilà. qui les annihilons, enfin, je ne demande pas qu'on les tue, mais qui les rendons inertes. Merde, faut les discréditer, quoi, les oblitérer. Voilà, on les attrape, on les immobilise et on les livre à la police, on les pose devant la police et on les force à reprendre leurs collègues. Voilà. Parce qu'on les a tous vus. C'est ma transition, c'est ma question. Maintenant, vous avez compris. Enlever la cagoule, remettre la cagoule, changer le brassard, échanger des téléphones portables avec les flics. Enfin, je veux dire, on était de 300 000 ou 1 million dans la rue, on les a tous vus. Et oui. Des témoignages comme ça, il y en a des dizaines. Donc, reprends ton collègue, s'il te plaît, on l'a ficelé, maintenant il est à toi, on l'a vu, regarde, il est là, on l'a vu casser une banque, il est là en photo, là, donc on a la preuve, tu as le mec, il est là, tu peux pas faire autre chose que l'attraper et l'emmener. Tout ça filmé, voilà. Et les antifas, bah, s'ils viennent tabasser, il faudra qu'à un moment donné, on ait une première ligne. Qui vont immédiatement traiter de fachos, ils vont dire ça y est, ils ont un service d'ordre de fachos, exactement ce qu'ils ont fait en janvier 2019. Oui, mais le choix. Hein. De toute façon, là, entre-temps, on est passé dans une zone où, si tu veux, maintenant, quand tu dis à quelqu'un, tu es raciste, tu es facho, la première chose qu'il fait, c'est qu'il ricane. Même s'il l'est vraiment, hein. Qu'il le soit ou qu'il ne le soit pas, il ricane, il dit alors. C'est devenu une insulte inopérante. T'as autre chose ou t'as que ça? Parce que si t'as que ça, on va pas s'arrêter là, mon ami. Donc ça, c'est terminé, en fait. Cette espèce de pression, d'intimidation permanente avec ces vieilles méthodes-là, c'est fini. Et si on projette notre regard un peu plus loin que la France, l'assassinat de Charlie Kirk, il y aura un avant et un après de ce point de vue-là, pour ceux qui ont suivi. Je pense aussi, oui, d'ailleurs. Donc tout ça a des répercussions chez nous. La radicalité est maximale de tous les côtés. De tous les côtés, à gauche, à droite, au centre, dans les puissances capitalistes,
dans la Commission européenne, dans l'OTAN. La radicalité est partout totale, hystérisée. Voilà. La France a fait une mesure d'exception comme d'habitude avec les Gilets jaunes, qui ont été la continuité du mouvement Occupy, en fait, auquel la France n'a pas participé pour de vrai, mais qui a hybridé en Gilets jaunes et d'un seul coup, boum, c'était 10 fois plus gros que le plus gros des mouvements Occupy. Ça, c'est la France, on a reconnu la France. On s'est dit, bon, ça y est, ça c'est toujours là. Voilà notre plus grosse raison d'espérer, c'est ça. Mais bon, derrière, on connaît le résultat. Mais les Gilets jaunes, arrêtés définitivement par le premier confinement, sont revenus en mouvement anti-pass, ont donné beaucoup de troupes au mouvement qui était légitime pour le coup, même s'il était globalement dirigé par les syndicats, contre le saccage du droit du travail, la réforme des retraites et toutes les grandes réformes qu'il y a eu ces dernières années. Et pour la suite, on verra. Alors, je voudrais conclure cette première partie. Là, on est encore dans le diagnostic. Je le redis pour nos auditeurs. On va assumer de faire une série sur, on va assumer, je dirais, la complexité du sujet, rentrer dans le détail, quitte à ce que ça soit un cheminement un petit peu exigeant. On s'est préparé une vingtaine d'étapes pour décomposer les enseignements et comment se projeter dans l'avenir. Là, on évacue les éléments de diagnostic. Et donc, dans cette première étape, on va clôturer. Dis-moi si je me trompe et si j'ai bien compris, mais si je vais résumer à l'extrême. On est en train de sortir de la répétition du cycle qui fait beaucoup de mal au combat, à savoir le cycle espoir, mobilisation, échec. Parce que ce que tu nous dis, c'est que les gens étant moins dupes, en septembre 2025, par exemple, ils se sont pas fait avoir. Ils ont compris qu'ils allaient, une partie d'entre eux irait dans la rue faire les révolutionnaires d'opérette avec le gauchisme pathologique qui n'obtient rien. Et d'ailleurs, si tant est qu'on mesure la force d'un mouvement à ce qu'il obtient, notamment, par exemple, de faire abroger des lois, là, c'est zéro pointé, quoi. C'est un échec. Donc, au moins, on sort de l'ornière de ce cycle d'épuisement psychique, espoir, mobilisation, échec, dont tous les ingénieurs sociaux, les spin doctors, les manipulateurs de l'opinion, savent qu'il représente un fantastique avantage pour la caste au pouvoir, à savoir qu'il induit un sentiment d'impuissance et de résignation. Là, donc, c'est l'autre deuxième point, mon second point, dernier point de conclusion sur la base de ce que tu nous dis, c'est que on rentre maintenant dans une phase où le mouvement historique, là qu'on est en train d'élaborer tout doucement, avec beaucoup de sueur et de sang, j'ai envie de dire, est en train de devenir une lutte de longue haleine. C'est-à-dire que les gens sont moins dans la quête d'une victoire rapide, ils se disent qu'il va falloir qu'on soit plus méthodique, on accepte de grignoter un petit peu de terrain et il y a ce facteur humain qui se résout, des amitiés qui se créent, etc. Donc là, il y a des progrès qui sont faits sur le plan du relationnel, on va dire, de l'organisation, de l'intelligence collective, pour la nommer. Et donc, une dynamique entre les gens comme ça, qui s'insérerait dans dans le long terme, aurait potentiellement plus de chances d'être fructueux. C'est ça, en fait, le fond de ta conclusion. C'est le diagnostic sans concession, il est douloureux. Tu as vu toutes les zones de sabotage, le facteur avec ça. Mais quand même, tu te dis, attention, on a appris quelque chose. Et là, on sait que ça va prendre du temps, mais on est plus raisonnable. C'est ça. C'est à peu près ça. C'est exactement ça. On sait que ça va prendre du temps. Moi, à titre personnel, l'analyse que je fais des derniers scrutins électoraux, c'est que globalement, il ne se passera pas grand-chose en France tant que le RN n'aura pas fini par prendre le pouvoir. C'est une option que les Français, je ne dis pas veulent essayer, je ne dis pas qu'ils sont particulièrement enthousiastes, mais c'est la ligne de plus grande pente. Oui, et puis surtout qu'on a plein de signaux du RN qui nous donnent l'impression que le fameux parti anti-système a tendance à bien s'insérer. Ils ont envoyé tous les signaux de normalisation nécessaires pour que ça arrive, et si ça n'arrive pas en 2027, ça arrivera en 2032. Mais en tous les cas... Dans ces signaux de normalisation, il y a aussi en germe ce qui sera très probablement une longue série de renoncements.
Oui, oui, oui. Non, mais sans préjuger ni en bien ni en mal de ce qui se Voilà, mais en passerait, tout cas, oui. voilà. Il faut à un moment donné que cette hypothèque soit levée Oui. pour qu'on passe à l'étape d'après tous ensemble, collectivement, quoi. Qu'on arrête avec des débats qui sont les mêmes. Imagine, enfin, je suis frustré. J'ai un père qui a vécu très, très, très vieux. Il a vu les débats de l'avant-guerre, et il a vu les débats de l'après-guerre, et il a vu les débats de l'après-gaullisme. Il a vécu le mitterrandisme et le chiracisme, mon père. Et il peut dire dans sa vie avoir vu des changements délirants. Il a vu le début et la fin de la guerre froide et tout. Moi, quand j'allume ma télé, ce que je fais pas souvent, mais quand je vois des extraits sur Internet, j'ai les mêmes débats que quand les caciques du PS des fins des années 80 traitaient Juppé et ses copains de fourriers du fascisme parce qu'ils émettaient un tout petit doute sur la quantité d'immigration à faire rentrer. Au lieu d'en vouloir 100%, ils en voulaient que 90% facho. Ça, c'était la tenue du débat aux grandes heures d'SOS Racisme dans les années 80. Et rien n'a changé. C'est-à-dire, c'est toujours le bloquant, c'est toujours ça qui surdétermine tout, c'est toujours ça qui surdétermine si tu es de gauche ou de droite, si tu es fréquentable ou pas, si tu vas passer à la télé ou pas, si on va bien te traiter ou pas, si tu mérites d'avoir des amis ou pas. Ça n'a pas changé en 40 ans. On est une société idéologiquement encalminée, momifiée, par la stratégie SOS Racisme de François Mitterrand, brillant stratège politique, le Machiavel avec 3 grands M, tout ce que tu veux, ça a réussi au-delà du raisonnable, sa stratégie, et il a tué le débat, le débat public français pour les 45 ans qu'on suivit. C'est une catastrophe. Donc l'hypothèse sera levée, l'hypothèque sera levée, qu'on le veuille ou non, à l'élection de Marine Le Pen globalement. Et je rassure nos amis de gauche qui nous écoutent, il n'y aura pas de chemise brune dans les rues, il y aura certainement plus de subventions pour les chats, vous aurez la Gay Pride durera peut-être 3 jours parce qu'au RN, on n'a absolument rien contre. Ceux qui pensent l'inverse ne sont vraiment pas renseignés. Non, non, Le non, wokisme on ne continue à jettera faire ses pas petites des actions de immigrés manière à générale. la mer, ça n'arrivera pas. Donc on se Ouais, calme, on se calme. Voilà. ouais. Pour conclure, et pour nos, pour nos auditeurs, il y a un facteur, je dirais, encore une fois, dans le facteur humain qui est très bien décrit par tes soins, mon cher Fabrice, qui est un phénomène que, alors, ceux qui veulent un peu creuser ça pour voir que c'est une donnée anthropologique incontournable, vous avez un grand professeur de l'université de Stanford aux États-Unis qui s'appelle Robert Sutton, qui écrit souvent sur les organisations et qui prend en compte le facteur humain, et qui a écrit un livre dont le titre c'est The No Asshole Rule. Donc, traduit en français, le livre, c'est Objectif zéro sale con. Alors, comme c'est un grand professeur, comment dire, l'introduction d'un langage un peu vulgaire, hein, et de ces petits jurons, c'est pas très élégant de sa part, mais c'est une provocation en fait qui est très mesurée, que le gars a quand même un CV long comme le bras, il sait ce qu'il fait, et il voulait choquer. Pourquoi? Parce qu'il a étudié le phénomène que tu décris très bien, Fabrice, existant dans toutes les organisations, qui est celui de ce qu'il appelle les gatekeepers, c'est-à-dire ceux qui gardent les clés du château, du pont-levis, quoi, d'accord, par référence médiévale. Et les gatekeepers, en fait, sont des gens qui n'ont pas d'autre moyen d'exister dans les organisations que d'être ceux qui résistent à toute poussée, à toute transformation. Donc, ils sont beaucoup plus dangereux que ce qui existe, je dirais, à la base des organisations, c'est-à-dire, et qui est là aussi un facteur anthropologique, hein, c'est-à-dire la résistance au changement, quand on t'a pas bien engagé dedans, quand on te l'a pas bien expliqué, tu vois. Et c'est des gens qui sont plutôt dans une strate supérieure, qui trouvent une légitimité dans leur obsession de rendre tout compliqué, de tout enfermer dans des procédures, donc cette espèce de bureaucrate qui casse les pieds de tout le monde. On en est à puissance 10 000 là, au sommet de l'Europe, hein, c'est exactement la même chose. Ils ne tiennent que là-dessus. Voilà. Et dans toutes les organisations, il y a ces fameux gatekeepers. Et donc là, en fait, c'est exactement ce que tu décris. Ce sont ces gens qui n'ont pas développé, parce que peut-être qu'ils ne le font pas évidemment méchamment, moi je n'ai même pas cette hypothèse, je dis juste que c'est un facteur humain incontournable qui est dévolu à toujours une petite proportion des gens dans les organisations. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui n'ont pas acquis l'expertise, la compétence, hein, de la fluidité quoi qu'il faut amener dans les organisations. Donc ce sont ceux-là qui amènent en permanence, parce que vraiment, sincèrement,
je le vois au quotidien dans mon métier, ce sont ceux qui tirent là une forme de crédibilité intellectuelle, n'ayant pas d'autre manière d'illustrer leur utilité sociale. Ils surjouent la vigilance, la suspicion, le refus, le rejet obsessionnel de toute nouveauté, pour dire voilà, ma compétence m'amène à vous mettre en garde contre tous les risques associés à ce qui pourrait se passer si jamais une telle ou telle tête dépasse ou si on amenait tel ou tel nouveau concept. En fait, ceux-là sont toujours là pour enquiquiner les organisations. C'est pour ça que Robert Sutton les a appelés les sales cons. Enfin, les Anglais, en anglais, c'est les assholes, d'accord. Et le titre du livre, c'est voilà, the no asshole rule, c'est-à-dire si on le traduisait de façon comme ça, brute de décoffrage. Donc, c'est la règle pour éviter les sales cons. Bon, ça a été traduit ou les trous du cul, justement. Ça a été traduit en français. Le livre, il faut que tu te le procures et d'autres aussi. Et dans ton métier, je pense que ça te servira. Donc, c'est objectif zéro sale con. Et en fait, ce qu'il nous dit, et je conclue là-dessus, c'est que tu peux rien faire tant que tu n'as pas d'abord identifié les fameux sales cons. Si tu pourras rien faire. Ou en tout cas, ils vont te faire perdre des mois, qui vont tuer le momentum, qui vont tuer la dynamique, qui vont créer une espèce d'entropie négative. Ça va tout détruire. Et ça veut pas dire qu'il faut être méchant avec eux. Encore une fois, l'hypothèse la plus probable, c'est que tout simplement, ils n'ont pas pris conscience que c'était une expertise qu'ils devaient peut-être développer, une autre expertise que celle qu'ils ont. Dans les organisations, on les fabrique. Pourquoi ? Parce qu'on laisse beaucoup de gens désespérés, si tu veux, s'ennuyer dans des bullshit jobs, et certains, leur bullshit job, c'est celui-là, quoi. C'est garder les clés. Voilà. En tout cas, ouais. Je te laisse le mot de la fin pour cette première étape. Oui, non, juste ce que tu viens de dire est intéressant, mais il y a beaucoup d'analogies à faire, bon, évidemment, avec les entreprises, où là, il y a quand même un lien de subordination, un lien de salariat, il y a a priori une hiérarchie, et on peut toujours faire un audit. Si on n'a pas envie de le faire soi-même, on emploie un cabinet pour le faire, pour désigner les assholes, et après, rien n'empêche de s'en débarrasser. Dans les initiatives citoyennes, c'est quand même un peu différent. Pour prendre une analogie qui pourra paraître méchante à certains, le jeu d'échecs est très intéressant, c'est-à-dire que dès qu'on construit quelque chose, et tout le monde est bénévole, et on fait ça sur notre temps libre, on ne voit pas nos gamins et tout ça, on va fatalement si on travaille bien, on va définir des rôles et on va se les répartir. Pour répartir des rôles, il faut qu'il y ait des compétences. Donc, par exemple, tiens, toi, tu sais faire des sites internet, tu es graphiste, tu es le fou, toi, tu as le droit de prendre des diagonales. Toi, tu maîtrises méga bien les réseaux sociaux, tu connais tout le monde, tu connais les techniques, tu sais à quelle heure il faut poster, comment rédiger les trucs. Toi, tu es la tour, toi, tu prends les lignes et les colonnes. Ok, toi, c'est toi qui vas nous obtenir tel truc, et puis tu as plein d'idées géniales qui nous permettent de passer à l'étape d'après. Toi, tu es le cavalier, tu as le droit de faire des fourchettes. Bon. Et puis, on est tous derrière une espèce de figure. Bon, c'est le roi, et puis on a un porte-parole qu'on envoie partout parce qu'il est trop fort, c'est la reine. Et nous, chef, on est quoi, nous ? Vous êtes les pions, les amis. À un moment, tu vois, donc rien ne vous empêche d'être des super pions et de vous transformer en dame à l'autre bout de l'échiquier. Et moi, j'en ai vu, des types qui arrivaient avec zéro compétence pour la lutte. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas de compétences pour leur métier, ou que ce n'est pas des super parents quand ils élèvent leurs enfants, ou des super enfants quand ils prennent soin de leurs parents. C'est des gens qui peuvent être en or massif, mais qui, de leur propre aveu, avec une humilité qui force le respect, te disent qu'ils n'ont pas spécialement de compétences, et donc ils vont être juste soutien, ils vont éventuellement donner un peu de sous, ils vont assister aux réunions, donner leur avis, mais ils n'ont pas la prétention de diriger, d'avoir des compétences pour la lutte. Dans le tas, il y en a, au bout de 6 mois, on s'aperçoit qu'ils sont allés au bout de l'échiquier, ils se sont transformés en dames. C'est génial. Et d'autres ne se contentent pas de leur statut de pion, n'ont aucune envie de faire les efforts nécessaires pour aller au bout de l'échiquier, ça ne les intéresse pas, ils ne sont pas certains d'y arriver, donc voilà. Donc ceux-là choisissent le rôle de gatekeeper, choisissent d'être des flics de la pensée, de critiquer les autres tout le temps, tout en ne faisant rien, évidemment, parce que sinon, ce serait trop simple. Et ça, effectivement, premier tamis, ça dégage. D'un seul coup, waouh, on prend comme la montgolfière qui lâche du lest. Vraiment, là, d'un seul coup, ça monte. On recrute plein de nouveaux. Dans les plein de nouveaux qu'on recrute, il y a 10% de gatekeepers. Deuxième série de clash, deuxième série d'engueulades. Est-ce que sur le Discord, ça s'insulte parce que les types sont caractériels, intolérants, sectaires ? Deuxième tamis. On redécolle un peu, on recrute des nouveaux, on en tire au sort dans les comités, les machins, choisis ton système. Bref, il y a plein de nouveaux qui arrivent. Encore 10% d'enfoirés.
comment toi tu t'y prends pour exfiltrer les Moi, si tu gardiens veux, des clés, les enquiquineurs et les j'étais à chaque fois dans la position très compliquée du type que le groupe avait désigné pour être son meneur, secrétaire général. Il n'y avait jamais écrit ni directeur ni président. Évidemment, on n'est pas dans une entreprise, mais il n'y avait jamais écrit chef non plus. Il y avait toujours une entourloupe pour pas dire chef, mais désigné par les gens. Mais une fois désigné, démocratiquement d'ailleurs. Démocratiquement. instantanément, Vous avez été c'était élu. souviens-toi qui t'a fait roi, tu vas m'obéir. Ou si tu ne m'obéis pas, je mets le bordel. Je dis, d'accord, mais moi j'ai été choisi par tout le monde, pas que par toi. Donc en fait, si je t'obéis à toi, je vais décevoir tel autre. Ouais, mais tel autre, il gueule moins fort que moi, il va moins te mettre la pression, donc vas-y, tu m'obéis. Et en fait, Mais avec le recul, tu as trouvé des nouvelles méthodes pour arriver à calmer non, non, j'ai pas de conseil particulier à donner aux gens. En fait, si, j'ai un conseil particulier à donner aux gens. Si votre projet est sérieux, si vous le faites avec des gens sérieux, si vous avez les fonds pour le mener à bien, donné soit par vous-même, soit par des gens qui sont sincères et qui ne veulent pas vous manipuler, que votre idée est bonne, et que bref, vous avez réuni tout ce qu'il faut pour arriver à votre objectif, eh ben, c'est simple. Dès qu'un type commence à peine à avoir ce genre de comportement, vous le virez tout de suite. Vous supprimez tous ses accès. Ça servira de leçon aux autres. Mais est-ce qu'on risque pas à ce moment-là de le transformer en gueulard puissance 10 000 qui va Mais dire du... il gueule de l'autre côté de la porte, le gars. Il va aller expliquer à d'autres cons comme lui Tu renonces vraiment à que la vous possibilité êtes, de les que vous former. êtes des ordures. Nous, tous ceux qu'il a fallu qu'on dégage, notamment ceux qu'on a connus en commun, toi et moi, et qu'il a fallu qu'on dégage au fur et à mesure avec des procédures, parce que comme on a monté des assos, à chaque fois c'était assemblée générale, il fallait voter, il fallait qu'il y ait le quorum, il fallait qu'il y ait ceci, C'est cela. épuisant. Ouais, voilà. Tous ceux qu'on a virés sont allés derrière nous faire des antipubes abominables. Moi j'étais un tyran abominable. On était tous des cons, ceux qui étaient autour de moi étaient des ploucs, enfin vraiment, on a tout entendu. Et après, les gens nous rencontraient 3 mois plus tard, ils disaient, mais vous êtes géniaux, vous êtes super sympa, lui il est trop cool, on m'a dit que c'était un plouc, toi on m'a dit que t'étais un salaud, mais en fait, t'es placide. Ben ouais, mais pendant ce temps-là, du temps perdu, des gens de perdu, patati et patata. Au bout d'un moment, on en a marre. On est arrivé, moi, ma deuxième fille, un bébé 100% gilet jaune, est né pile entre les deux tours de l'élection présidentielle. Moi, à ce moment-là, j'ai dit j'arrête. Oui, Je me suis occupé de ma famille et là, je remets le nez dedans, en partie avec l'actualité, en partie avec les contacts qui se réactivent, en partie grâce à toi aussi, Frédéric, grâce à la chaîne Toxin, dont on parlera peut-être à un moment de l'émission. Et donc, me revoilà dans le jeu, on va dire. Mais là, je prends plaisir à participer à des réunions que je ne dirige pas et que je n'ai pas à préparer comme celui qui va la diriger. Et c'est très reposant. c'est reposant. Ouais, j'apprécie beaucoup. Bon, écoute, j'espère qu'on va bien réussir à synergiser. Alors, pour conclure cet entretien, on a fait un peu plus long que ce que je pensais. On a, je le redis, hein, pour les auditeurs qui nous rejoignent sur ce live un peu tard, on a une vingtaine d'étapes. On a structuré vraiment méthodiquement la démarche d'interview de personnalités comme Fabrice Grimal, qui a fait beaucoup de choses d'un point de vue activisme. Donc, on va voir d'autres personnalités qui vont vous intéresser. Vous verrez, très stimulantes aussi, autant que Fabrice. Et on va donc s'imposer un parcours mental, une sorte de, j'ai envie de dire, de cheminement même pédagogique, on peut le considérer comme ça, une sorte de parcours aussi de l'apprenant, parce que vous êtes nos apprenants, on prétend pas être vos formateurs, mais on est dans le partage évidemment, pour que tout le monde puisse apprendre, nous les premiers, évidemment, en faisant cette démarche. Et on va transcrire ça dans un livre qu'on diffusera gratuitement pour la communauté, parce que c'est de l'activisme. On veut surtout pas qu'il y ait de business là-dessus, même si à un moment donné, quand on fait de l'activisme, l'argent, c'est quand même le nerf de la guerre. Mais pour ce qui est de diffuser la connaissance, et avec l'humilité requise, c'est-à-dire proposer des contenus, mais des contenus évolutifs, grâce à l'influence de gens comme toi, Fabrice, des invités, mais aussi vous, notre audience, qui allez nous solliciter, parce que tout ça est un travail de co-création, c'est un travail collaboratif. Et là, je pense que ça va vous plaire, parce que là, on fait un travail vraiment sérieux, donc on va aller au bout de cette série. Donc on a forcément une vingtaine de grands jalons à poser. Alors là, qu'est-ce qu'on a fait là dans cette première émission?
bon, on était un peu déprimant, il faut dire. On a essayé de mettre une petite lueur d'espoir, mais c'était pas le but de cette première émission, parce que notre première étape, c'était l'identification de tout ce qui relève du paradoxe de l'activisme. Voilà, le premier des paradoxes, c'est cet élan spontané, cette envie de victoire rapide et totale, mais qui est obligé de se muer en travail de longue haleine. Donc ça, c'est un premier paradoxe. On en a vu d'autres, etc. Bon. Dans notre prochaine étape, on va déconstruire l'illusion de la pureté spontanée des mouvements. Parce que ça, c'est une illusion extrêmement toxique qui les condamne souvent à mourir dans l'œuf. Et on en a déjà abordé un petit peu certains aspects, mais on va les creuser lors de notre prochaine émission. Très clairement, on fera d'autres émissions avec Fabrice et peut-être même celle-là avec lui. Mais voilà, on a 20 étapes. Restez avec nous. Cette série, je vais la diffuser évidemment sur les réseaux sociaux, YouTube en premier plan, mais comme on n'en peut plus des publicités pour YouTube, parce que pour enlever les pubs, il faut quand même se prendre un abonnement hors de prix. On mettra ça aussi sur X, promis, ça nous a été beaucoup demandé. Voilà. Mettez votre VPN en Albanie. Ah, vous n'aurez plus de pub YouTube. Je savais pas, merci. Génial. Bon, on vous embrasse tous. Merci à toi, Fabrice. Je lance le jingle. Voilà, merci, on a fait 1 heure. Et à très bientôt. On a encore beaucoup de travail. Donc on va rentrer dans le détail de tout ça avec toi. La bonne conclusion, tout ça, c'est que tout ça, c'est pas un sprint, c'est un marathon, les amis. Hein, pas vrai? Voilà. Une course de fond. Ouais. À bientôt. Une course de fond, exactement. Bonne soirée.